Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour un grand entretien in situ. On est, vous le voyez derrière moi, devant une fresque qui a été réalisée par un street artist qui s'appelle Brusque pour Handicap International, et ça tombe bien. On va parler d'handicap international avec un de ses fondateurs, Jean-Baptiste Richardier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors 40 ans d'une histoire assez incroyable, assez importante pour le monde, mais pour les Lyonnais, puisqu'on sait que le siège de Handicap est à Lyon. On va repartir un peu autour de quelques dates qui ont marqué l'histoire des 40 ans. Alors vous êtes médecin, et tout se passe et tout commence à l'été 1982, si j'ai bien compris. Racontez-nous un petit peu ce que vous faisiez, où vous étiez et comment l'idée est arrivée. Alors en fait, c'est un peu plus tôt que ça. C'est encore plus tôt. Oui, j'étais avec Médecins sans frontières au moment de l'exode invraisemblable des survivants du régime Khmer Rouge qui étaient venus s'agripper, s'agglutiner à la frontière thaïlandaise avec l'armée thaï qui avait scellé la frontière et une impossibilité de franchir. C'était au cœur de la saison des pluies, à l'été 79. Des gens dans un état de santé absolument indescriptible, le paludisme, la malnutrition, l'épidémie d'ankylostome. C'était vraiment une population dans une situation de misère absolue. Dans un camp en particulier qui s'appelait comment? Et à un moment, sous la pression de la communauté internationale, les Thaïlandais ont autorisé le transfert de 160 000 réfugiés dans le camp de Khao Dang, au pied de la montagne, et 60 autres 1000 dans le camp de Sakeo, qui étaient des populations sous contrôle Khmer Rouge, celle-ci. Et puis quelques autres camps sur environ 200 km de frontières. Mais le gros de la population cambodgienne survivante du régime Khmer Rouge était en fait dans des campements tout le long de cette frontière. Et à l'époque, j'étais en charge du pavillon d'obstétrique de Médecins sans frontières. Et pendant pratiquement une année, une nuit de garde sur 3, tous les matins, j'étais témoin du rituel des ambulances qui venaient déverser leur lot de misère, bloqués jusqu'à 7 h du matin par le couvre-feu, et ceux qui avaient survécu aux accidents par mine, aux blessures de guerre de la guérilla qui continuait à avoir lieu sur cette frontière, étaient envoyés de toute urgence à la chirurgie. Vous étiez avec votre épouse aussi, là-bas? Marie, elle, était en pédiatrie. Ouais. Et tous les deux, on se posait cette question, mais comment est-ce que c'est possible que la plus formidable armada humanitaire du siècle dernier puisse ainsi choisir de négliger l'apport de services spécialisés pour les personnes handicapées. On ne savait pas exactement encore le nombre, mais on saura par la suite qu'il y avait 6000 amputés le long de cette frontière. 6000 amputés par mine antipersonnelle. C'est à cet endroit-là que naît l'histoire d'un handicap international qui donc va être officiellement créé le 19 juillet 82. C'est comme ça, vous rentrez en France, vous en parlez avec un collègue médecin, c'est ça? C'est en tout cas comme ça qu'est née cette profonde incompréhension, cette révolte et ce refus d'un état de fait qui était considéré comme la sagesse de l'époque, parce qu'au nom du droit à une qualité de soins, les responsables de cette opération humanitaire considéraient que s'occuper des personnes en situation de handicap, c'était trop compliqué, c'était trop sophistiqué pour garantir le niveau de soins requis. Et donc, au nom du droit à des soins de qualité, on était dans une situation de déni de droit. Vous en parlez à un ami médecin, Claude Simoneau, et vous mettez presque 3 ans à créer Parce qu'au début, vous ne vouliez pas forcément créer une ONG? Non, au début, on a rencontré des gens qui travaillaient pour une petite ONG, SOS Enfants sans frontières, qui nous ont proposé de créer ce programme. On était mûrs pour ça, parce que ça faisait 1 an qu'on observait cette situation, on a dit oui tout de suite. Sauf que moi, j'étais absolument incompétent en appareillage. Il devait y avoir un appareilleur qui vienne avec nous, qui la veille du départ a déclaré forfait. Et on s'est retrouvé avec les frères Pierre et Raymond Jacquard, 2 prêtres, spécialistes de l'appareillage des lépreux en Afrique, qui nous ont dit pas de problème, on vous apprend, on vous forme. Et en 9 jours, ils ont prétendu nous former aux techniques d'appareillage, simplifiées certes, mais on s'est retrouvé tout d'un coup et on était complètement perdus. La chance qu'on a eue, c'est qu'on était avec 12 Cambodgiens, forgerons, ébénistes, cordonniers, artisans,
qui connaissait tous les matériaux locaux qu'on utilisait pour faire ces appareillages. On s'est retrouvés à hauteur d'homme, ou de femme, on dirait aujourd'hui, et on n'était pas en position dominante, on n'était pas dans l'expertise. Donc on a réussi ensemble à relever le défi de trouver des solutions. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait aucun moyen de communiquer, donc il fallait qu'on se débrouille tout seul, dans un univers où l'avant-veille, j'étais l'obstétricien de l'hôpital. Et vous vous spécialiserez d'ailleurs après en rééducation fonctionnelle. Et pendant 1 an et demi, on a déployé des petites unités d'appareillage tout le long de la frontière. On avait un travail de folie, on était complètement épuisés. Et notre organisme était en train de nous dire que l'urgence était passée, il souhaitait arrêter. Et à ce moment-là, moi je leur ai dit, écoutez, il nous faut du soutien, il faut des forces vives. Et la seule personne à qui je pouvais demander de venir nous renforcer au moment où l'organisme souhaitait arrêter, c'était mon futur beau-frère, Claude Simoneau, qui a épousé ma sœur depuis, et qui est arrivé, et donc ça vous donne une petite idée du creuset familial qu'il y avait autour de cette nouvelle ONG. 19 juillet 1982, c'est la première date. Il y a d'autres dates évidemment, et on va les regarder ensemble, qui ont marqué l'histoire de ces 40 années. La première, et c'est une année assez incroyable, c'est 1997, où on est à la fois sur l'année du traité de la Convention d'Ottawa, vous nous expliquerez la différence, et du prix Nobel. Racontez-nous un peu ce qui se passe dans cette année absolument incroyable et comment on arrive au traité d'Ottawa. Peut-être déjà comprendre pourquoi on est entré en politique. C'est qu'au bout d'une dizaine d'années d'une certaine réussite, Jean-Christophe Ruffin nous avait baptisé le service après-guerre. Donc vous prenez tous les grands conflits de cette époque, le Mozambique, l'Angola, qui étaient des guerres civiles finissantes, bien sûr le Pakistan et l'Afghanistan, les premiers théâtres dans lesquels on s'est déployé après le démarrage sur la frontière cambodgienne. Et là, tout d'un coup, on s'est réveillé un matin en se disant mais on est un formidable alibi. Les gens peuvent continuer à guerroyer, mais pire que ça, utiliser une arme complètement illégale qui aurait dû être bannie des arsenaux des armes conventionnelles en vertu des conventions de Genève, parce qu'elle est indiscriminée, parce qu'elle est déclenchée par sa propre victime, parce qu'elle ne fait aucune différence entre un soldat et un civil. Et nous, on apportait cette espèce de caution de la réparation. Vous avez dit il faut qu'on interdise ce qui crée tout ça plutôt que d'aller sans cesse réparer. Donc c'est une convention qui interdit quoi, les mines? C'est un pur réflexe de médecins de santé publique. Il fallait remonter à la cause, il fallait supprimer l'origine de ce désastre humanitaire, et donc on s'est réunis avec 3 ONG américaines, 2 autres ONG européennes, et tous les 6 on s'est retrouvés en 92 à New York, et là on a tout simplement décidé ensemble de se lancer dans le projet d'interdiction d'une arme conventionnelle pour la première fois dans l'histoire du désarmement. Et ça a été rendu possible parce qu'il y a eu 5 pays courageux, le Canada, le Mozambique, la Belgique, les Philippines, qui ont décidé de porter ce projet et qui ont eu cette idée de sceller une alliance avec une organisation de la société civile internationale bien structurée, qui s'appelait ICBL, que nous avons créée à New York. Traité d'Ottawa, et c'est ça que récompense le prix Nobel quelque part? Comment il arrive ce prix Nobel? Qu'est-ce que ça vous a fait? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous y attendiez? Est-ce que ça a changé quelque chose ensuite? Alors si on observe bien les choix du comité Nobel, souvent ils viennent apporter un coup de pouce à une cause en devenir. Évidemment, il faut que la cause soit bonne et qu'elle ait des chances d'aboutir. Mais en tout cas, c'est un signal très fort qui est envoyé à la communauté internationale, c'est que le combat est juste. Et que le prix Nobel a été annoncé quelques mois avant la signature du traité d'Ottawa. Personne ne savait combien de pays allaient finalement être présents au rendez-vous. C'est un accélérateur incroyable pour aboutir et en tout cas, c'est un feu vert qui est donné, c'est un encouragement et c'est une caution morale importante. Ouais. Plus de 10 ans après, il y a une autre date qui est très importante dans votre combat, dans votre engagement, c'est le traité d'Oslo. Alors le traité d'Oslo… De quoi ça parle? Le traité d'Oslo, c'est dans la logique du traité d'Ottawa pour nous.
c'est que après les mines antipersonnelles, la principale menace qu'il y avait sur les populations civiles dans les conflits, c'était les fameuses bombes à sous-munitions. C'est une espèce de bombe matricielle qui s'ouvre en l'air et qui libère des milliers de petites grenades, au fond, qui ont été utilisées de façon absolument démentielle, clandestinement, sur le Laos par les Américains. Mais qui ont également été utilisées, à moindre échelle bien sûr, lorsque les Israéliens ont envahi le sud Liban. Au moment de se retirer, ils ont semé un tapis de sous-munitions. Et là, on observe une espèce de, je dirais presque de sororité entre ces populations laotiennes dont le martyre n'a jamais été reconnu par les Américains et ces populations du sud Liban qui, en pleine actualité, sous le feu Nebenia, s'étaient vu infliger la même punition. Tout d'un coup, ça a donné le motif politique aux Norvégiens pour se lancer dans un traité d'interdiction similaire au traité d'Ottawa, qui est plus fragile parce qu'il est signé par moins de pays. Le traité d'Ottawa, c'est 164 pays. Je crois que le traité d'Oslo, ça doit tourner autour de 110. Donc il est moins contraignant, mais il avait exactement la même finalité, c'est préserver les droits des civils à retrouver une terre propre à la vie. On le voit quand on est dans l'action humanitaire avec ces débats, on est forcément au cœur des enjeux de géopolitique, de politique internationale. En 2022, 40 ans après, le combat continue toujours, je vais dire malheureusement, mais il y a une date aussi que vous attendez un peu avec impatience à la rentrée, une déclaration de politique internationale. Quel est le prochain combat en fait sur lequel vous êtes? Quand vous avez le traité d'Ottawa, le traité d'Oslo et que vous êtes témoin sur tout notre territoire d'intervention du mépris total des forces armées pour le respect et la protection des civils qui est en train de s'imposer comme la nouvelle norme. Une ville prise est une ville aplatie, détruite, avec évidemment toutes les populations civiles qui n'ont pas pu fuir. Et c'est dans le prolongement de ce combat pour une terre plus humaine, il était absolument essentiel pour nous d'affronter cette problématique. Impossible d'obtenir un traité d'interdiction de ce type de bombardement. C'était voué à l'échec. Alors on a, avec toujours les mêmes ONG, c'est toujours un ensemble de la même société civile qui s'organise, qui dialogue et qui cherche des solutions, on a estimé qu'il était possible de parvenir avec, là encore, quelques pays qui étaient orientés dans la même direction, notamment l'Autriche et l'Irlande, de rétablir le respect des textes préexistants, à savoir le droit international humanitaire et notamment les conventions de Genève qui interdisent formellement de bombarder des zones civiles. C'est une manière de rappeler ce qui existe déjà, mais avec une dimension un peu symbolique, politique forte. C'est une sorte de refondation qui consiste à interpeller la communauté internationale pour qu'elle se ressaisisse et qu'elle décide d'honorer à nouveau des textes qui sont finalement le reflet des grands bains de sang du siècle dernier. 40 ans de combat et de succès, une organisation qui est toujours présente, c'est des combats politiques, mais c'est aussi, et je crois que c'est peut-être un peu le fil rouge qui traverse tout cet engagement, c'est la mobilisation citoyenne permanente. C'est-à-dire que c'est grâce aussi aux citoyens, on le voit avec les fameuses pyramides qui en sont un peu le symbole. C'est ce qui vous reste de cet engagement, la formidable mobilisation des citoyens à vos côtés? Toute l'histoire d'Handicap International est fondée sur une émotion, une révolte et un refus. Et la prise de conscience que le rôle politique des ONG, c'est pas simplement de fournir une caution à l'inacceptable, c'est au contraire de le dénoncer, de l'objectiver et d'interagir avec les politiques qui ont la responsabilité de faire respecter le droit. J'allais dire, cet ADN-là, il est intrinsèquement lié à l'histoire d'Handicap International et on n'acceptera jamais d'être une simple caution de l'indicible. Mais il y a une autre dimension qui est très importante, c'est qu'au fil du temps, on s'est aussi rendu compte que la révolte, le refus qui débouche sur du soin, c'est la prise de conscience de la puissance subversive du soin.
quelqu'un qui est complètement laminé par ce qui lui est arrivé, qui a été mutilé, qui n'a aucun avenir, aucun horizon, souvent qui a été rejeté par sa famille. Il rentre dans un atelier d'handicap international, la tête dans les épaules, courbé, transparent, éteint. Et au fil du soin, au fil de sa reconstruction personnelle, renaissance même spirituelle, psychique. Surtout, comme on l'a fait très souvent, on en fait des techniciens d'appareillage. Au fil du temps et de cette reconstruction, il devient un VIP. Un ambassadeur. Prescripteur, témoin, ambassadeur. Et il n'aura de cesse de se battre toute sa vie pour défendre les droits dont il a pris conscience qu'il pouvait y avoir accès. Confronté à ça. 40 ans d'engagement, je ne sais pas où on sera dans 40 ans tous les deux. Qu'est-ce qui vous reste à titre personnel, vous et votre épouse, puisqu'elle a été de tous les combats avec vous, en un mot ou deux sur ce parcours de construction d'handicap international? Vous dire que je n'éprouve pas un certain sentiment de satisfaction serait mentir. Toute cette histoire était improbable. Elle est faite de hasards, de rencontres, de moments de déterminisme où on a peut-être fait preuve d'imagination, de courage, d'innovation, de culot, d'audace. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'au-delà du romantisme qui consistait à dire on va œuvrer à l'extinction de notre raison d'être, on sait très bien que tout ça c'est du pipeau. La vraie satisfaction, c'est d'avoir réussi à construire une institution solide qui continue à avoir de l'audace, de l'innovation, de considérer à quel point il est important d'avoir réussi à mettre sur pied une sorte de filet social qui est là au moment où il le faut, dans le temps et l'espace des crises humanitaires et des conséquences des grands conflits, pour apporter ce coup de pouce absolument essentiel à chaque individu pour qu'il puisse reprendre le cours de son existence. En espérant un jour qu'on n'aura plus besoin d'handicap international, mais ça, c'est un autre combat. En tout cas, merci beaucoup de votre engagement, de votre passion, toujours intacte, pour nous avoir raconté ces 40 ans pour fêter l'anniversaire ensemble de Handicap International. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel grand entretien.